Produit par Binge Audio. Attention, cet épisode fait mention d'une tentative de suicide. Veillez à vous trouver dans de bonnes conditions avant de l'écouter. Dans notre société actuelle, le culte de la performance est présent absolument partout. T'as pas envie de travailler aujourd'hui ? Tout le temps que je pourrais passer à m'amuser sans me préoccuper du travail, je passe à m'angoisser en me disant qu'il faut que je travaille. Finalement, je ne travaille pas. Mais alors, faut pas t'arrêter, mon vieux, hein ? On fait une pause ? Ouais, carrément. Pause maths ? Allez, dérivée, stats, intégrale. Pour moi, en grandissant, l'école, c'était vraiment un endroit incroyable. C'était vraiment mon endroit préféré. J'adorais apprendre, j'adorais aller à l'école. Ma maman, elle dit que mon premier jour d'école, déjà, quand elle m'a dit qu'on allait aller à l'école, j'y suis allée en courant. Tellement j'étais contente. Et les enfants, ils pleurent quand on les dépose à l'école. Moi, j'étais trop contente. Très vite, j'étais la première de la classe, c'était incroyable. Les profs voulaient me faire sauter des classes. Mais moi, je voulais pas sauter des classes, en fait, parce que pour moi, ça voudrait dire que ça allait se finir plus vite. Moi, je voulais prendre mon temps. Que les profs me trouvent géniale, se reposent sur moi, disent à mes parents que j'étais une enfant exceptionnelle. Pour moi, c'était le rêve. Ce qui a un peu terni tout ça, c'est que malheureusement... Moi, je comprends, hein, je devais être insupportable. Je pense que j'étais Hermione Granger. Je me décrochais à moitié le bras quand la prof posait une question parce que je voulais à tout prix répondre à la question. Moi, je sais, madame, s'il vous plaît, donnez-moi la parole. Tu appelles ça jeter un sort? Avoue que ce n'est pas une réussite. Moi, je n'ai jeté que quelques sorts faciles, bien sûr. Ça a marché à chaque fois. J'ai subi du harcèlement. De la part de mes camarades de classe. Presque du jour au lendemain, on m'a interdit les espaces de jeu dans la cour. En fait, plus personne ne voulait jouer avec moi, du jour au lendemain. Donc, du jour au lendemain, plus ou moins aussi, je voulais plus aller à l'école. Et ça, c'était vraiment un signe que quelque chose n'allait pas. Et c'est là que j'ai été amenée chez ma première psy. Et en plus, je pense que j'avais 8 ans, j'étais assez grande pour comprendre que c'était pas une bonne chose d'aller chez une psy. Donc en fait, je me rappelle très bien de cette séance. J'ai dit exactement ce qu'elle voulait entendre. Et elle a dit à mes parents que tout allait bien, que j'avais aucun problème. Et je suis repartie contente parce que ça voulait dire que j'avais pas de problème. J'ai fait mon entrée au collège. Et pour moi, le collège, c'était un échappatoire un peu parce que j'avais encore plus de cours, encore plus de profs. Pour moi, c'était génial. J'ai travaillé beaucoup pour mon brevet. Et je me souviens que je suis sortie en pleurant de l'épreuve de maths. Et comme on peut s'y attendre, j'ai eu des super notes. Exactement 10 points pour Gryffondor. Je crois que j'ai eu effectivement une erreur en maths, mais ce qui fait que j'avais eu 39 sur 40, tu vois. Et genre, en histoire, j'avais eu 40. Du coup, en histoire géo, c'était bien. Le reste, peut mieux faire. Et ça découle beaucoup de la manière dont il faut que ce que je produise soit parfait. Mais parfait. D'une perfection qui est inatteignable. Et c'est cette idée-là qui me rend malade, en fait, dans ces moments-là. On me dit, c'était vraiment excellent, c'était génial, on n'a jamais vu ça. Et ça vraiment, littéralement, ça me rentre par une oreille et ça me sort par l'autre. C'est-à-dire que je suis contente pendant... Quand on me le dit, je suis contente, ça me touche. Et le truc, c'est que cette évaluation très, très positive, j'arrive pas à la garder en tête et elle s'éteint très, très vite. Le bac, c'était un peu une formalité parce que c'était sûr que j'allais l'avoir. Enfin, je veux dire, j'avais 17-18 de moyenne générale toute l'année. Donc, Et en plus, au début du mois de juin, on avait eu les résultats à l'époque, c'était admission post-bac, qui disait que je partais en classe prépa à Paris. Et pour moi, le bac, après, il fallait juste que je l'aie, quoi. Et résultat du bac qui arrive, je me souviens, je vais au lycée pour les voir.
Et là, ma prof de maths de terminale, qui s'était opposée au fait que je parte en ES, qui me dit « Ah, vous nous les aurez toutes faites, hein. Plus de 20 au bac. Bravo, hein !» Et moi, j'avais pas encore vu mes résultats. Et je dis « Pardon ?» Et elle me dit « Ah oui, il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. » Et je l'ai appris comme ça, quoi, en me faisant à moitié engueuler par ma prof de maths. Donc la prépa, ça a été une grosse claque. Je crois que j'ai gardé l'illusion pendant quelques semaines que je pourrais quand même briller, entre guillemets. Mais ça m'est resté que quelques semaines parce qu'après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais plus du tout exceptionnelle dans cette classe en prépa à Paris. En fait, autour de moi, il y avait que des gens excellents qui savaient plein de choses, qui sur plein de domaines savaient beaucoup plus de choses que moi. Mais paradoxalement, je l'ai pas mal vécu sur le coup. Je me suis faite à l'idée. Je me suis dit, bon, bah d'accord, je suis pas exceptionnelle. Et pour moi, les écrits, c'est stressant, mais la partie la plus compliquée, je pense, comme pour beaucoup de monde, c'est les oraux, en fait. C'est quand on se retrouve face à quelqu'un. Il y a un oral en particulier auquel je pense. J'étais très, très stressée. Donc, comment ça se passe ? On tire un sujet, on nous laisse le préparer pendant 1 heure dans une salle, et ensuite, on se présente devant le jury et on fait un exposé pendant une 20aine de minutes, et ensuite, on a 10 minutes de questions. Et donc, pour cet oral-là, j'étais stressée. Et ça s'est manifesté vraiment physiquement. C'est-à-dire que j'ai préparé, et au moment d'attendre devant la porte, de pouvoir rentrer dans la salle devant le jury pour présenter mon exposé, c'est particulier à dire, mais je me sentais pas confortable dans mon propre corps. J'avais envie de m'asseoir, et une fois que j'étais assise, j'avais envie de me lever. Une fois que j'étais debout, j'avais envie de marcher, et quand je marchais, je me disais non, il faut que je m'asseye. Donc j'ai passé 5 minutes à m'asseoir, me lever, marcher, revenir. Et là, dans ces moments-là, il y a une personne qui est avec nous, qui est un appariteur ou une apparitrice, qui s'assure que on parle à personne, qu'on triche pas. La personne me regardait, mais elle comprenait que j'étais en train de vriller un petit peu, et elle me disait « Ça va ? Vous voulez une chaise ?» Et je lui disais « Non, ça va, je suis bien. » Et en fait, je me convainquais moi-même que j'étais bien, mais après coup, j'étais pas dans mon état normal, quoi. Le stress a pris le pas sur tout le reste et m'a mise, moi je dis en pilote automatique, c'est-à-dire que ensuite j'ai fait mon exposé, j'en ai pas vraiment de souvenir, et en fait j'ai une connaissance qui était dans le public, parce qu'il y a un public, il m'a dit mais on aurait dit que tu faisais un one-woman show, quoi. Je faisais des blagues, je répondais au jury en leur faisant des blagues, ils me posaient des questions, je répondais un truc, ils me disaient non, c'est pas ça, et je disais mais si. Et c'est le premier moment qu'on identifie un peu après coup. Des médecins m'ont dit, en fait, ça ressemble à ce qu'on appelle un virage maniaque. Du coup, c'est des moments où on part dans des humeurs très, très hautes et où on est très sûr de soi, C'était très perturbant. Mais pour moi, ça a duré... ça a été vraiment induit par le stress et ça a duré... c'est retombé après, quoi. Et ça a marché. Puisque cet oral-là, en particulier, j'ai eu une très bonne note. J'arrive à l'ENS. C'est l'école pour laquelle j'ai travaillé depuis 3 ans. Et là, mon anxiété de performance, elle revient assez vite. Dans ces moments où je suis prise entre l'envie de faire ce qui me plaît, de suivre les cours qui me plaisent, et de faire ce qu'on attend de moi pour être considérée comme une bonne élève. Et moi, mon anxiété de performance, elle s'est réactivée à ce moment-là. Il y a un cours d'économie. La veille de ce cours, je pleurais beaucoup, j'étais très angoissée. Et les partiels approchant, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Donc très vite, en fait, je suis allée voir l'infirmière qui était sur place.
à l'ENS, qui, elle, très vite m'a redirigée vers des médecins. C'est là que j'ai commencé déjà à prendre mes premiers médicaments et à suivre ma première thérapie. Première vraie thérapie suivie, quoi. Mais en tout cas, ça m'a appris une leçon, c'est que il fallait que je me concentre sur ce qui me plaisait. Et j'avais pas ces problématiques-là à l'époque, sur les cours qui me plaisaient. J'en étais moins... Est-ce que ce que je fais, c'est bien ? Est-ce que ce que je fais, c'est bien ? Puisque sur le moment, on s'en fiche, puisque ça nous fait plaisir. Donc on se concentre là-dessus. Et moi, ce que j'ai vraiment appris, moi, ces dernières années, c'est ça. C'est, pour moi, en tout cas, ce qui doit me guider dans mon travail, c'est vraiment le plaisir. Je dois prendre du plaisir dans mon travail pour être bien. Et après cette première année à l'ENS, il y a eu une première année de master que j'ai faite et où on nous demandait beaucoup de travaux de groupe. En fait, quand on fait des travaux de groupe, c'est pas possible de fournir un travail parfait. Parce qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu. La fatigue de l'un, les indisponibilités d'une autre, que je pouvais pas maîtriser la qualité de ce qu'on allait rendre. Et pour moi, ça, c'était vraiment dur à vivre. Et en fait, je me suis consumée dans ce travail et je prenais la responsabilité du travail pour qu'il soit parfait, en fait. Il y a un jour vraiment où je suis allée chez ma psy et je me suis effondrée en larmes. Et on devait partir en séjour un séjour de terrain avec la promo du master pour faire un travail pendant 2 semaines. Si je pars 2 semaines avec ma promo de master, je vais travailler 2 semaines non-stop. Je vais pas me reposer un instant, je vais pas décrocher. Mon cerveau va fondre, en fait. Et là, ma psy, elle m'a dit, mais je vous coupe. C'est tout, on arrête. Elle m'a dit, là, vous rentrez chez vous, vous dormez. Vous n'y allez pas à ce terrain. Vous n'y allez pas. C'est pas vous qui prenez la décision, c'est moi. Et là, ma première réaction, ça a été la panique. Parce que je me suis dit, comment ils vont faire sans moi ? Et après, peut-être une demi-heure, 1 heure, ce qui est venu d'un coup, c'est la vague de fatigue et la vague de tout qui se relâche. Mais je crois que j'ai passé 3 mois dans mon lit. Mais c'est pas positif. Quand je dis ne rien faire, quand on vit une dépression ou un burn-out, ne rien faire, c'est parce qu'on ne peut rien faire. Mais aujourd'hui, je sais que si j'ai tant investi l'espace de l'école, c'est parce que mon espace domestique, il était pas positif, en fait. Et c'était à l'école et à mes professeurs, à mes maîtres, mes maîtresses, que je donnais tout ce que j'avais à donner de mieux. Bien apprendre ses leçons, réussir ses exercices, tout ça. C'était une manière facile, entre guillemets, pour moi, d'obtenir de la reconnaissance. Et je comprends maintenant que si j'ai fait ça, c'est parce que cette reconnaissance, je l'obtenais pas par ailleurs. Je l'obtenais pas à la maison. Et j'ai vraiment été chercher ça à l'école. Et l'année suivante, je me suis dit, bon, je pouvais réessayer de valider mon master. Cette année-là, j'ai gardé des cours de langue, c'était important pour moi, et j'ai décidé de reprendre mon master et en même temps de m'investir dans une association. Parce que c'était important pour moi de diversifier les manières dont je me valorisais. Je suis devenue famille d'accueil pour l'école des chiens guides de Paris. Donc ça veut dire que j'ai accueilli chez moi un jeune chien qui était en formation pour devenir chien guide d'aveugle. On parle beaucoup de l'amour inconditionnel des chiens. Je me retrouve assez là-dedans à me dire que dans les moments où je pense que je suis nulle, que mon travail est nul, que je vaux rien, mon chien, il est là et ça change rien pour lui, en fait. Et au-delà de ça,
Le fait pour moi d'être responsable d'un chien, dans mon quotidien, ça m'aide parce que ça veut dire que même dans les moments où ça m'arrive encore fréquemment, je suis un peu en période de stress et d'anxiété liée au travail. Pour autant, je peux pas passer à côté de sortir ma chienne, lui donner à manger. Du coup, ça m'oblige à casser ces moments-là et ça m'oblige à trouver un équilibre, en fait, à pas laisser le travail déborder complètement sur le reste. J'ai décidé de faire une thèse, d'enchaîner sur une thèse. Et ma thèse se passe bien, mais ça n'empêche pas que les difficultés que j'avais déjà auparavant, elles m'ont suivi, quoi. En plus, je l'ai commencé en 2020, donc dans une période un peu compliquée au niveau sanitaire. Donc, je travaillais beaucoup, seule, depuis chez moi. Je savais pas si ce que je faisais, c'était bien. Et moi, dans ces cas-là, c'est vrai que je perds tous mes repères et j'en viens à me convaincre que ce que je suis en train de faire, c'est nul. L'année dernière, ça a culminé à un moment où, en fait, je devais participer à mon premier colloque. Donc, c'est un événement au cours duquel je devais présenter mes premiers résultats. Le colloque approchait, et en fait, j'étais de plus en plus convaincue que ce que je faisais, c'était nul. Et que ça n'avait aucune valeur. Et je me suis enfermée, en fait, dans l'idée que c'était pas possible pour moi de faire ce colloque. Parce que j'étais trop nulle. Au bout d'un moment, c'était acté pour moi que je ne ferais pas ce colloque. Et pour autant, c'était pas possible pour moi je crois que ça m'est même pas venu à l'idée de dire à mon directeur et ma directrice de thèse, écoutez, je peux pas le faire, je me sens pas prête. Je pense que ça aurait été ça la meilleure idée ou la meilleure solution. Mais là, pour moi, c'était pas envisageable. Et en fait, la seule solution qui s'offrait à moi, c'est très extrême, hein, mais dans ces moments-là, j'avais l'impression d'être tout à fait rationnelle. C'était que, comme je méritais pas de faire ce colloque, mon travail n'avait aucune valeur, donc j'avais aucune valeur. Donc, la solution, c'était de mettre fin à mes jours. À partir du moment où on prend cette décision, on va un peu mieux. Parce que on est soulagé, en fait. Parce que moi, à partir de ce moment-là, je savais que je ferais pas ce colloque. Donc je me sentais un peu mieux et je me disais qu'il fallait que je profite pour les dernières semaines. Et j'ai la chance d'avoir une amie. Je crois qu'elle m'a demandé si je stressais pour le colloque et j'ai dû éluder ou lui dire que non. Et me connaissant, elle trouvait ça bizarre. Et elle m'a demandé, et j'invite tout le monde à faire ça, si vous avez un doute, un jour, c'est à poser la question vraiment, demander, est-ce que tu as des pensées suicidaires ? Et j'ai répondu oui, parce que j'ai senti que c'était une main qu'on me tendait. Et la solution pour... à l'époque, ça a été de me faire hospitaliser, quoi. En fait, encore une fois, à l'hôpital, j'ai eu une phase de décompression complète où j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Même lire, pour moi qui adore lire, c'était pas possible, j'arrivais pas à me concentrer sur les mots. Donc c'est une période où j'ai écouté beaucoup de podcasts. Et en sortant de l'hôpital, c'était toujours le cas, j'étais toujours très très fatiguée. Et donc j'ai encore eu 3 ou 4 mois d'arrêt de travail derrière pour petit à petit réapprendre à faire les gestes du quotidien. Et j'ai repris le travail. Là, ça fait un peu plus de 6 mois maintenant.
Et je suis pas à temps plein. Je suis en temps partiel thérapeutique. Donc ça veut dire que mes médecins ont jugé bon de pas me faire travailler à temps plein, de manière à pas me laisser déborder par mon travail, et en me donnant pour consigne de garder des choses qui me font plaisir aussi dans mon quotidien. Je suis dans une période que j'appelle une période de vigilance, où je me dis, bon, là, tu files un mauvais coton, en fait. Et c'est important de refaire de la place à d'autres choses que le stress et le travail. Donc, c'est des activités que j'ai tendance à mettre de côté en ce moment, mais aller promener mon chien, aller marcher, lire des bandes dessinées. Et aujourd'hui, je pense que je peux dire que je vais mieux que dans les périodes où j'allais vraiment pas bien. Mais je peux pas dire que je vais bien au sens où je serais guérie. C'est plutôt des mécanismes internes, c'est les manières dont je fonctionne. Je peux pas en guérir. Je peux apprendre à vivre avec, les comprendre. C'est un chemin sur lequel je suis encore. Quand je disais tout à l'heure que j'étais dans une période un peu de vigilance en ce moment liée au travail, c'est aussi parce que, en fait, dans quelques semaines, je vais faire mon premier colloque. Et du coup, ça me stresse pas mal. Mais cette fois-ci, je suis convaincue que je vais le faire. Donc, c'est hyper positif. Ça m'émeut d'en parler. Mais je suis super contente. Et voilà, ce sera dans une dizaine de jours. Je suis pas encore tout à fait prête, mais je suis quand même assez contente de ce que je vais faire. Et ça, c'est top. Voilà. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Anton Stolper. Réalisation, Paul Berthiaud. Production, Naomi Titi.